Bonjour, 19e siècle, l'histoire. Augustin Thierry. Sa vie, 1795-1856. Né à Blois en 1795, Augustin Thierry sent s'éveiller sa vocation d'historien en lisant, à l'âge de 15 ans, le Bardi des Francs dans Les Martyrs. Faire page 63. Je quittai la place où j'étais assis et, marchant d'un bout à l'autre de la salle, je répétais à haute voix en faisant sonner mes pas sur le pavé: Pharamond, Pharamond, nous avons combattu avec l'épée. Aujourd'hui, si je me fais lire la page qui m'a tant frappé, je me retrouve mes émotions d'il y a 30 ans. Entré à l'école normale en 1811, il devient ensuite secrétaire de Saint-Simon, collabore à des journaux libéraux, puis se consacre à la recherche historique. Devenu aveugle, il continue cependant à travailler avec l'aide de sa femme et de ses secrétaires et meurt en 1856. Son œuvre. Augustin Thierry joint l'érudition à l'imagination. Ses récits des temps mérovingiens restent un modèle de narration documentée, vivante et exacte. Mais il ne limite pas l'histoire à la narration. 1. Au début de sa carrière, il adopte une thèse, l'influence de la race, qui illustre la conquête de l'Angleterre par les Normands. L'histoire d'Angleterre s'explique par le conflit entre les conquérants normands et les Saxons vaincus. Cette théorie reste contestable. D'ailleurs, Thierry lui-même reconnaîtra plus tard son caractère polémique, révolte du peuple français, descendant des Gallo-Romains, contre l'aristocratie issue des conquérants germains. 2. L'essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers-État, 1850, révèle une conception de l'histoire moins passionnée et moins anecdotique. Cet ouvrage marque une étape dans l'élaboration de la science historique. Frédégonde fait assassiner Clodovic. Ce texte illustre la conception à la fois narrative et psychologique de l'histoire qui caractérise les récits des temps mérovingiens. Pour les faits, Augustin Thierry suit Grégoire de Tours, VIe siècle. Quant aux sentiments de Frédégonde, il les reconstitue d'une façon très attachante et très plausible, complétant par l'intuition du moraliste l'information de l'historien. Hilpéric, ou Chilpéric, roi de Neustrie, et Frédégonde, son épouse, viennent de perdre leurs deux fils dans une épidémie. 587e récit. Mobile du crime. En témoignage de ses regrets paternels, Hilpéric fit de grands dons aux églises et aux pauvres. Il ne retourna pas à Barennes, dont le séjour lui était devenu odieux et où l'épidémie continuait ses ravages. Parti de Soissons avec Frédégonde, il s'alla établir avec elle dans l'une des maisons royales qui bordaient la vaste forêt de Cuise, à peu de distance de Compiègne. On était alors au mois d'octobre, à l'époque de la chasse d'automne, espèce de solennité nationale au plaisir de laquelle tout homme de race franque se livrait avec une passion capable de lui faire oublier les plus grands chagrins. Le mouvement, le bruit, l'attrait d'un exercice violent et quelquefois périlleux calmaient la tristesse du roi et le rendaient par intervalles à son humeur habituelle. Mais, pour la douleur de Frédégonde, il n'y avait ni distraction ni trêve. Ses souffrances, comme mère, s'aggravaient du changement que la mort de ses deux fils allait amener dans sa situation comme reine, et des craintes qu'elle en concevait pour l'avenir. Il ne restait plus qu'un héritier du royaume de Neustrie, et c'était Clodovic, le fils d'une autre femme, de l'épouse qu'elle avait supplantée autrefois, l'homme qu'un complot récent venait de lui signaler comme l'objet de l'espérance et des intrigues de ses ennemis.